Madame la Chancelière, sehr geehrte Frau Merkel, Madame la Présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, chère Laurence, Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, Monsieur le Ministre, cher Clément Beaune, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants. Madame la Chancelière, au nom de toutes celles et tous ceux qui font Sciences Po, je veux vous dire combien nous sommes fiers et honorés de vous attribuer ce soir le titre de docteur honoris causa. La présidente de la Fondation, ainsi que Arantxa González, sauront mieux que moi saluer votre œuvre politique et historique tout à fait exceptionnelle. Je voudrais simplement, en peu de mots, vous dire pourquoi votre présence revêt, à nos yeux, une puissance symbolique sans pareille. Tout d'abord, chère Angela Merkel, l'éducation et la transmission sont au cœur de votre parcours personnel et familial. Votre père était théologien, votre mère enseignante en latin et en anglais, et vous êtes vous-même titulaire d'une thèse en chimie quantique. En tant qu'université de sciences humaines et sociales, ça nous impressionne beaucoup. Pour définir votre entrée dans le monde académique, vous avez utilisé cette merveilleuse formule d'Hermann Hesse, je le cite, « Dans tout commencement réside un sortilège qui nous protège et nous aide à vivre ». Ensuite, deuxième raison de l'évidence de votre présence ce soir, les liens indéfectibles qui se sont tissés entre Sciences Po et l'Allemagne depuis des décennies. Cette longue histoire a débuté sous de sombres auspices, puisque vous le savez peut-être, Sciences Po a été fondée il y a 150 ans sur les ruines d'une guerre, celle de 1870, qui opposait alors l'Allemagne, la Prusse, à la France. Le monde universitaire français traversait alors ce que l'on a qualifié de crise allemande de la pensée française, c'est-à-dire en fait une sorte de complexe d'infériorité nourri par la conviction que la défaite de 1870 n'était pas simplement militaire, mais d'ordre intellectuel et même d'ordre universitaire. Oui, chère Angela Merkel, il fut un temps, très bref, comme vous avez pu le constater, où les Français ont eu des complexes d'infériorité. Celles et ceux qui ont conçu et créé Sciences Po... Celles et ceux qui ont créé Sciences Po en 1872 avaient la volonté de former des jeunes gens susceptibles d'appréhender les grands enjeux du monde contemporain, de défendre leur patrie, mais plus encore, d'éviter la guerre. Le XXe siècle, hélas, a infligé aux jeunesses allemandes et françaises d'autres terribles conflits, avec toujours plus de souffrances, avec toujours plus d'horreur. Tant d'années ont perdu leur printemps, pour paraphraser Périclès. C'est pourquoi, aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, Sciences Po a engagé une politique très volontariste de coopération académique et universitaire avec l'Allemagne. L'ambition portée par nous avait l'idée que, en fait, les rencontres, la vie commune et les échanges intellectuels sont les plus grands ferments de l'unité et de l'amitié entre les peuples. Avec aussi cette idée que, et je cite Stefan Zweig, « Celui qui a appris de bonne heure à épanouir largement son âme et plus tard à même de saisir le monde entier ». Actuellement, Madame la Chancelière, 27 universités allemandes sont partenaires de Sciences Po. Nous en sommes très fiers. Plus de 700 étudiants et étudiantes allemands étudient à Sciences Po et nous avons même un campus franco-allemand à Nancy. Nous avons aussi des doubles diplômes avec la Freie Universität et avec la RT. Un homme incarne enfin au plus haut point ce lien entre Sciences Po et l'Allemagne, Alfred Grosser. Professeur à Sciences Po pendant plus de 60 ans, grand historien et politiste, j'ai eu d'ailleurs l'honneur de le rencontrer parce que j'étais moi-même membre de l'association franco-allemande et je peux vous dire que c'était un professeur extraordinaire. Il ne peut hélas être parmi nous ce soir, mais vous le connaissez bien, chère Angela Merkel, il s'est exprimé 3 fois devant le Bundestag et la dernière fois, le 3 juillet 2014, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, il disait ceci : « La République fédérale allemande est et reste un cas particulier en Europe. Elle n'est en effet pas basée sur le principe de nation, mais sur celui d'une éthique politique. » Alfred Grosser, passeur exemplaire entre la France et l'Allemagne, fut aussi un ardent zélateur de la cause européenne, si chère à Sciences Po. Et c'est là, chère Angela Merkel, le 3e motif de profonde fierté de vous avoir ce soir. Car en vous attribuant ce doctorat honoris causa, nous honorons une très, très grande européenne. Comme vous l'avez si justement dit, lorsque vous avez remis vous-même le prix international Charlemagne au président de la République française, je vous cite, « Oui, l'Europe a besoin de passion. L'Europe vit de passion. Et de passion, vous n'en avez pas manqué.
Vous avez grandi à l'est du rideau de fer, vous avez assisté à la chute du mur de Berlin, vécu la réunification de l'Allemagne, l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Dans vos fonctions de chancelière, vous avez connu de multiples bouleversements politiques, économiques, géopolitiques, de grands achèvements, des moments exaltants, des incertitudes, mais aussi des crises. Qui mieux que vous pour incarner l'idéal européen? Il y a comme un puissant écho avec l'ambition que modestement nous avons à Sciences Po de renforcer notre identité européenne, dans les enseignements, dans la recherche, dans les échanges. Qui mieux que vous peut se prévaloir d'avoir œuvré sans relâche, avec courage, intelligence et ténacité, à la recherche d'une Europe toujours plus responsable, toujours plus prospère, toujours plus généreuse. Une Europe responsable et généreuse, disais-je. En 2015, 1 million de réfugiés fuyant la terreur et les atrocités de la guerre en Syrie ont frappé aux portes de l'Europe. Alors que tant détournaient les yeux, alors que tant procrastinaient, alors que tant atermoyaient, se dérobaient, vous avez en trois mots seulement devenus historiques, sauvé l'honneur de l'Europe et par là même sauvé des vies. Wir schaffen das. Nous y arriverons. Ces 3 mots ont suscité évidemment bien des débats, bien des polémiques et des controverses. Pourtant, ce que vous exprimiez était limpide, était simple, était évident. Ne détournons jamais le regard de la souffrance. Aidons celles et ceux qui sont dans la détresse, au risque sinon d'y perdre notre âme. Non sur la base évidemment d'une confiance irénique, mais avec la conviction que nous, Européens, devons être à la hauteur des valeurs qui fondent notre histoire et notre union. Ruth Kluger, survivante de la Shoah, a qualifié en 2017 votre Wir schaffen das de mots d'ordre modeste et pourtant héroïque. On ne saurait être plus juste. Pour notre part, chère Angela Merkel, suivant votre exemple, nous nous sommes engagés dans l'accompagnement et la formation d'étudiants réfugiés, ainsi que dans l'accueil et l'insertion au sein de notre communauté académique d'enseignants-chercheurs en exil, menacés ou réfugiés. Nous allons aller encore plus loin en créant une maison de la liberté académique et en accueillant plus d'étudiants réfugiés, plus d'enseignants-chercheurs en exil. Car il s'agit pour nous, d'affirmer notre volonté d'être un moteur de la liberté académique dans le monde, d'être un refuge pour les réfugiés académiques. Pour conclure, chère Angela Merkel, nous voulons suivre notre exemple. Nous voulons, comme l'écrivait la chanteuse Nina Hagen, que vous affectionnez tant, écouter nos voix intérieures. Wir können die Welt verändern, wenn wir uns ändern. Nous pouvons changer le monde si nous nous changeons nous-mêmes. Je vous remercie. Et je passe la parole à Laurence Bertrand d'Orléac pour la laudation. Madame la chancelière, chère Madame Merkel, Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, Monsieur le ministre, cher Clément Beaune, Monsieur le directeur, cher Mathias, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et fonctions, chères étudiantes et chers étudiants. Madame la chancelière, tout d'abord, je me joins à notre directeur pour vous exprimer notre joie et notre fierté de vous accueillir ce soir à Sciences Po pour vous remettre le titre de docteur honoris causa. Je ne serai pas longue car tous ceux et toutes celles qui sont présents ce soir et dont je fais partie attendent avant tout votre parole. Madame la chancelière, il n'est pas aisé de faire l'éloge d'une personnalité mondialement célèbre qui a été à plusieurs reprises nommée la femme la plus puissante du monde. Les humains adorent les classements et l'hyperbole, et les Français sont très humains. Vous êtes réputé pour votre goût de la discrétion et de la modestie. Vous n'aimez guère l'idée de compliments et d'éloges, mais nous sommes en France, et nous avons désiré l'une et l'autre parler dans nos langues maternelles, qui ont chacune leur style. Nous voulons parler ce soir le plus librement possible. Et permettez-moi en conséquence de braver un peu votre modestie. Je vais tracer à grands traits, et donc comme une esquisse, ce qui fait toute une vie et une œuvre politique où notre communauté universitaire reconnaîtra peut-être, sans doute,
les ambitions et les fondements de ses propres missions et convictions. Il vous est arrivé de déclarer, mais surtout de prouver qu'il faut savoir être libre et avoir le courage d'être libre. Le courage de la liberté, vous l'avez éprouvé en réalité très jeune. Quelques semaines après votre naissance à Hambourg, en 1954, votre père, pasteur Horst Karsner, accepta un poste en Allemagne de l'Est à Templin, alors même que ceux qui dirigeaient la République démocratique allemande commençaient à restreindre les libertés des chrétiens. 7 ans plus tard, le dimanche 13 août 1961, vous assistiez à l'office et je vous cite « Dans la nuit du samedi au dimanche, la construction du mur a commencé. Mon père officiait ce dimanche. L'atmosphère était terrible. Je ne pourrai jamais l'oublier, les gens pleuraient, ma mère aussi. Tout le monde était bouleversé. À 19 ans, vous avez quitté Templin. Vous allez étudier la physique et la chimie quantique à l'Académie des sciences de la RDA à Berlin, où vous obtiendrez un doctorat en 1986. Nous étions alors dans les dernières années de ce que l'on appelait alors le bloc de l'Est. À ce propos, Václav Havel, qui a été fait docteur honoris causa de Sciences Po en 2009, emprunta un terme à la physique pour décrire le crépuscule des démocraties populaires situées à l'est du rideau de fer. Václav Havel disait que ces régimes souffraient alors d'une généralisation de l'entropie, c'est-à-dire d'une perte constante d'énergie. Leur incapacité à se renouveler les amenait à sombrer dans une crise profonde qui, à terme, les condamnait. Lorsque le mur est tombé, vous aviez 35 ans. Vous avez décidé de profiter de la liberté. Vous avez, dans des circonstances historiques exceptionnelles, vous êtes allé vers l'inconnu. Tout semble alors s'être enchaîné rapidement. En novembre 1989, vous travaillez encore sur des équations intégrales difficiles. Et dès 1990, vous vous consacrez entièrement à l'avenir de votre pays, l'Allemagne réunifiée, un autre type d'équation très difficile. Mais nous savons bien que toute bonne chercheuse adore les équations très difficiles. À la fin de 1990, vous êtes élu au Bundestag. Vous gravissez rapidement les échelons du parti politique que vous aviez rejoint, la CDU. En 1991, vous êtes nommé ministre pour la première fois. En 2000, vous prenez la tête de la CDU. En 2005, vous êtes la première femme élue chancelière de la République fédérale d'Allemagne et la première Allemande de l'Est à occuper cette fonction. Vous serez réélu 3 fois et vous devrez affronter de grandes crises en 2008, en 2015, en 2020. Et puis, tout le reste qui fera de vous une gouvernante qui n'a jamais eu peur des obstacles, au moins en apparence. Vous ne mettez jamais cela en avant, mais vous avez fait l'expérience au début de votre mandat au moins d'un regard condescendant, voire méprisant, porté à la fois sur les Est allemands et sur les femmes en politique. Dans ces circonstances, comme tout au long de votre carrière, vous avez affronté l'adversité de manière pragmatique, sereine, intelligente, en faisant une force de votre retenue et de votre self-control. Vous le prouverez dans toutes vos activités de femme allemande en politique, mais aussi d'européenne. Dès lors que vous avez été chancelière, l'Europe a occupé une place particulière dans votre vie et vous avez joué un rôle déterminant dans toute notre histoire européenne. Historienne et par spécialité historienne de l'art, j'ai consacré une partie de mes travaux à l'histoire de l'art durant les guerres et plus particulièrement pendant les grands conflits contemporains qui ont opposé l'Allemagne et la France. Je sais bien que nul n'échappe au chaos, et surtout pas les artistes qui sont eux aussi convoqués au grand concert des nations malades de la rage. Ces quelques mots, pour le dire autrement, ils viennent d'une élégie de Rilke en 1915. Un Dieu aura-t-il jamais assez de douceur pour soigner l'énorme plaie qui est devenue l'Europe entière? Les femmes et les hommes d'État allemands et français de l'après-Deuxième Guerre mondiale ont dû mobiliser toute leur lucidité
pour ne pas réduire la longue marche de nos deux nations à 3/4 de siècle de guerre, pour tourner leurs yeux vers ce que nous avions déjà construit ensemble et vers ce que nous devions encore construire ensemble. Il fallait de l'audace, il fallait du courage, après 1945 comme après 1989, pour imaginer un avenir commun aux Européens, après tant de douleurs, de ressentiments, d'esprit de revanche. Il fallait de la hauteur de vue pour comprendre que ce que nous partagions allait permettre de donner un sens à ce qui demeure toujours notre idéal, construire ensemble une Europe des peuples libres. Madame la chancelière, vous fûtes l'une de celles et de ceux qui ont fait preuve de cette lucidité, de ce courage, de cette hauteur de vue. Vous avez été résolument engagée, vous avez défendu une Europe unifiée et démocratique. Quelles que soient les circonstances, avec une conviction inaltérable et une détermination qui force l'admiration. Matthias Visscher évoquait la crise des réfugiés de 2015 et votre rôle exemplaire dans le contexte dramatique de la crise syrienne. Ce jour-là aussi, vous avez pris tout le monde de court en disant tout simplement « nous pouvons le faire ». Et dans votre langue à vous, cela voulait dire « nous allons le faire, nous le ferons ». Et vous avez donné l'exemple en accueillant 1 million de réfugiés. Notre directeur a également évoqué la résistance héroïque de l'Ukraine. En ces temps à nouveau traversés par de multiples conflits qui rongent et menacent, loin et près, tout près, de plus en plus près, alors que nous sommes enfin conscients des conséquences terribles des grandes transformations planétaires, et je ne suis pas la seule à croire désormais que l'Europe a plus que jamais un rôle décisif à jouer. Avant que vous ne parveniez à faire signer le traité de Lisbonne et peu après le rejet par voie de référendum du traité établissant une constitution pour l'Europe, notre ami et très regretté Bruno Latour avait rédigé en 2005 un article où il proposait un nouveau projet de préambule pour cette constitution. Il y défendait l'idée, je le cite, que sans une redistribution des attributs de la souveraineté, nous sommes condamnés à périr ou à nous soumettre aux empires présents ou à venir. Croyons fermement qu'en partageant la souveraineté, l'Europe obtiendra l'influence qu'elle a vainement cherché à atteindre au cours des siècles passés par la conquête et la suprématie. Avant de conclure, Madame la Chancelière, je voudrais souligner un dernier point et non des moindres. Lorsqu'on observe votre parcours et votre carrière politique, tous deux exceptionnels, des traits saillants apparaissent. Votre insistance sur les faits et votre volonté d'aller au bout des faits et de vos actions. Votre art de la négociation et du compromis sans compromission. Votre fermeté et la ténacité avec laquelle vous défendez la liberté et les principes fondamentaux de la démocratie. Il est un autre aspect de votre action qui me frappe. C'est votre approche scientifique des questions politiques, économiques et sociales. Dans un très beau livre, Le système périodique, le grand écrivain, mais également chimiste, Primo Levi, il présente un classement de certains épisodes de sa vie en leur attribuant les noms d'éléments chimiques. Dans le chapitre intitulé « Fer », et n'y voyez surtout aucune allusion mal placée qui n'aurait aucune raison d'être, Primo Levi évoque un ami dont il écrit qu'il n'était pas de ceux, je le cite, qui font les choses pour pouvoir les raconter. Il n'aimait pas les grands mots, il parlait comme personne ne parle, il ne disait que le noyau des choses. Madame la chancelière, je crois que vous dites aussi le noyau des choses. En toutes circonstances, vous semblez tout d'abord chercher à identifier le fond du problème. Votre approche consiste à analyser sobrement les questions, à démonter les arguments, à apprendre et à essayer de comprendre les situations, les enjeux, à explorer les possibilités et les limites des compromis, à accepter de réviser ses décisions politiques, vos décisions politiques, lorsqu'on prend conscience, lorsque vous prenez conscience qu'elles sont incertaines, voire erronées, à accorder une part au questionnement, au doute, voire à l'autocritique. Ce sont là de très précieuses dispositions d'esprit
et des principes d'action salutaire dans l'exercice du pouvoir en démocratie. Ces vertus-là, nous savons bien que les autocrates ne les possèdent pas. Ils ne les aiment pas. Lors d'une conférence de presse au cours de laquelle vous expliquez comment le coronavirus se propageait de manière exponentielle, vous avez dit « J'ai simplement fait un modèle de calcul ». Scientifique de formation, vous abordez chaque sujet avec curiosité, acuité et sans préjugés. Autrement dit, vous pensez et vous agissez en chercheuse. Et chez vous, la pensée et l'action sont intrinsèquement liées. Mais votre modestie va jusqu'à le faire oublier, sans doute pour mettre à l'aise vos semblables. Pour vous connaître un peu mieux, Madame la Chancelière, j'ai cultivé ma passion des images, qui vont souvent plus directement aux faits que les textes. J'ai regardé beaucoup de films, avec et sur vous. Plusieurs m'ont particulièrement touchée. L'un d'eux m'a touchée et aussi amusée. À la fin de votre dernier mandat, après 16 ans de bons et loyaux services, comme on dit, vous faites vos adieux au son de plusieurs mélodies, et l'une d'elles est une chanson punk de votre compatriote Nina Hagen. À la même époque, vous êtes interrogé sur ce que vous avez l'intention de faire désormais. Et vous répondez avec votre humour à nul autre pareil, et je vous cite « Je vais prendre le temps de réfléchir. Parce que depuis 16 ans, je n'ai pas trop eu le temps. Puis je prendrai quelque chose à lire. Et comme je serai fatiguée, mes yeux se fermeront. Du coup, je ferai un petit somme, et puis après, on verra. C'est magnifique, c'est simple, c'est sage. Si je puis me permettre, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, car je vous soupçonne d'avoir beaucoup réfléchi pendant 16 ans de gouvernement et j'ai cru comprendre que vous aviez d'autres projets peut-être que de faire quelques petits sommes et simplement de lire. Mais je me trompe peut-être et je m'en excuse d'avance. Votre action semble traverser de part en part de solides réflexions. Vous fûtes et vous restez à mes yeux sans doute une scientifique. À cet égard, nous savons la place éminente et le rôle que jouent et que devraient jouer bien davantage les universités dans l'intelligence, la prospérité des nations, dans les échanges entre les hommes et les femmes, dans la circulation du meilleur des idées à l'échelle de la planète. C'est à l'évidence ce que vous démontrez en nous accordant le très grand honneur de vous exprimer devant nous ce soir à Sciences Po, université internationale, mais aussi française et européenne. Madame la Chancelière, au nom des étudiantes et des étudiants, des professeurs, des salariés, de toutes celles et de tous ceux qui font vivre Sciences Po, je veux vous dire une dernière fois très sincèrement combien nous sommes fiers et heureux de vous accueillir ce soir. Et à présent, si vous le voulez bien, nous allons vous remettre le titre de docteur honoris causa. Sehr geehrte Frau Präsidentin Dorlerk, sehr geehrter Herr Direktor Wischerer, sehr geehrte Frau Dekanin González, sehr geehrter Herr Premierminister Ade Cazeneuve, sehr geehrter Herr Minister, Exzellenz, sehr geehrte Lehrende, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren. Als ich 1989 und 1990
während der friedlichen Revolution von der Arbeit als Physikerin in der Akademie der Wissenschaften in der DDR in die Politik wechselte und im Alter von 35 Jahren Anfang 1991 als Frauen- und Jugendministerin in das erste gesamtdeutsche Kabinett des Bundeskanzlers Helmut Kohl berufen wurde, hatte ich Frankreich noch nie bereist. In der DDR gab es für die allermeisten Menschen für Westreisen, wie wir es nannten, keine Erlaubnis. 2 Aufenthalte aus familiären Gründen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik bildeten hier eine Ausnahme. Lediglich Länder wie Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, die alle zum Einflussbereich der Sowjetunion gehörten, hatte ich oft besucht. Ich wusste natürlich theoretisch um die Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich war überzeugt, dass das, was Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer angestoßen und im Élysée-Vertrag 1963 vereinbart hatten, ein historischer Meilenstein im Zusammenleben europäischer Völker war. Es war gelungen, Jahrhunderte der Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich zu überwinden. Dies war nach den Schrecknissen des Ersten Weltkriegs und der zivilisatorischen Katastrophe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs möglich geworden, weil Charles de Gaulle und andere französische Persönlichkeiten historische Weitsicht bewiesen hatten. Sie waren überzeugt, dass nur bei einer Aussöhnung mit den Deutschen ein Leben in Frieden dauerhaft möglich sein würde. Robert Schuman hatte bereits sehr früh erkannt, dass man bei den gemeinsamen Interessen der beiden Völker ansetzen sollte. So schlug er am 9. Mai 1950 vor, die gesamte deutsche und französische Produktion der damaligen Kriegsmittel, Kohle und Stahl zusammenzulegen und unter eine gemeinsame, übergeordnete Autorität zu stellen, und zwar in einer Organisation, die auch für andere europäische Länder zugänglich sein sollte. Dies, so schrieb er, wird verdeutlichen, dass ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich nicht nur undenkbar, sondern praktisch unmöglich geworden ist. So entstand die Europäische Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Diese Weitsicht ermöglichte nicht nur die deutsch-französische Freundschaft, sondern war auch ein wesentlicher Baustein für die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den römischen Verträgen, die am 25. Mai 1957 unterzeichnet wurden. 6 Länder, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg bildeten den Nukleus dessen, was wir heute als Europäische Union kennen. Das alles wusste ich, weil ich davon gelesen hatte. Mir fehlte allerdings das eigene Erleben. Aber ich hatte Glück. Eines Tages im Frühjahr 1991 kam Bundeskanzler Helmut Kohl zu mir und schlug mir vor, einen französischen Historiker zu treffen, Joseph Rauvin. Ich hatte von ihm noch nicht gehört, war aber über den Vorschlag sofort begeistert. Bei unserem Treffen sprachen wir über seinen Lebensweg. Er war am 25. Juli 1918 in München als Josef Rosenthal in eine vom Judentum zum Protestantismus konvertierte Familie geboren worden. Sein Vater emigrierte 1933 nach Frankreich, die Familie folgte 1934. Joseph Rauvin arbeitete als Journalist und Publizist. Im Februar 1944 wurde er als Mitglied der französischen Resistance von der Gestapo verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Er überlebte das Konzentrationslager und war anschließend als französischer Politikberater für Deutschlandfragen tätig. Ebenso beriet er deutsche Politiker. Helmut Kohl und er waren befreundet. Und so konnte ich mit einem Zeitzeugen und Wegbereiter über die deutsch-französischen Beziehungen sprechen. Seine Erfahrungen, sein Optimismus, seine menschliche Offenheit, seine Freude über die deutsche Einheit und sein Interesse an meinem Leben in der ehemaligen DDR beeindruckten mich tief. Er ermunterte mich als Jugendministerin für die Stärkung des deutsch-französischen Jugendwerks zu arbeiten. Bei der Arbeit mit dem deutsch-französischen Jugendwerk lernte ich Henri Minutier kennen. Als ihm klar wurde, warum ich so wenig von Frankreich kannte, lud er meinen heutigen Mann und mich im Sommer 1991 in die Normandie ein. Wir wohnten im Grand Hotel Cabourg, in dem noch ein wenig der Geist von Marcel Proust wehte.
Wir besuchten nicht nur gemeinsam die Orte der Invasion der Alliierten im Sommer 1944, sondern auch amerikanische, englische, aber auch deutsche Soldatenfriedhöfe. Das war für mich ein unvergessliches Erlebnis. Später verstand ich Jean-Claude Juncker, den langjährigen luxemburgischen Ministerpräsidenten, sofort, wenn er sagte: Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Nach mehr als 30 Jahren Arbeit als aktive Politikerin und inzwischen 18 Monate im politischen Ruhestand stehe ich heute vor Ihnen und bedanke mich, die Ehrendoktorwürde von Sciences Po verliehen zu bekommen, einer der weltweit führenden Bildungsinstitutionen für die Politikwissenschaften. Das ist mir eine große Ehre, aber auch eine große Freude. Und die Verbindungen zu meiner politischen Arbeit sind ja offensichtlich. Denn in meiner Zeit als Bundeskanzlerin von 2005 bis 2021 habe ich mit 4 französischen Präsidenten zusammengearbeitet: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande und Emmanuel Macron, die alle 4 an ihrer Universität studiert haben. Die Zusammenarbeit mit jedem der genannten Präsidenten war, unbeschadet sehr unterschiedlicher Herausforderungen und sehr unterschiedlicher individueller Herangehensweisen, immer von dem Verständnis geprägt, im Geiste der deutsch-französischen Freundschaft und im Geiste der Überzeugung, dass die Europäische Union ein Friedenswerk ist, gemeinsame Lösungen für die anstehenden politischen Probleme zu finden. Und zu tun gab es genug. Als ich am 22. November 2005 zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, befand sich Europa in einer Krise, denn der Entwurf eines Verfassungsvertrages war Ende Mai bzw. Anfang Juni 2005 in Frankreich und in den Niederlanden von einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Referenden abgelehnt worden. Zu groß waren aus jeweils unterschiedlichen Gründen die Zweifel der Bürgerinnen und Bürger an der Fähigkeit der Europäischen Union, Antworten auf ihre persönlichen Probleme zu finden. Nach einer Phase der Reflexion waren Jacques Chirac und ich gemeinsam mit anderen der Überzeugung, dass wir einen neuen Anlauf für einen Vertrag wagen müssten, der unter anderem auch die Erweiterung der Europäischen Union um die osteuropäischen Länder möglich machen würde. Am 25. März 2007, dem 50. Jahrestag der römischen Verträge, trafen sich die Staats- und Regierungschefs in Berlin und bekannten gemeinsam in der Berliner Erklärung: Wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sind zu unserem Glück vereint. Wir legten mit dieser Erklärung den Grundstein für den Lissabonner Vertrag. Im Mai 2007 wurde Nicolas Sarkozy zum Präsidenten der Französischen Republik gewählt. Am 13. Dezember desselben Jahres wurde der neue Vertrag feierlich in Lissabon unterzeichnet. Er trat am 1. Dezember 2009 in Kraft und ermöglichte es jetzt in einer größeren Europäischen Union, die wir schon waren, auch wirklich effizient zu arbeiten. Damals wussten wir noch nicht, welche Herausforderungen uns wenig später zwischen dem Herbst 2008 und 2011 erwarteten. Zuerst brach die Insolvenz der Bank Lehman Brothers im September 2008 die Weltfinanzkrise mit ihren dramatischen wirtschaftlichen Folgen aus. Und es folgte die Krise des Euro in einigen Mitgliedstaaten, die den Euro als Ganzes in Gefahr brachte. Ich will nicht verschweigen, dass wir zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie diese Krisen zu lösen seien. Bedingt auch durch sehr unterschiedliche politische und juristische Gegebenheiten in unseren jeweiligen Ländern. Aber rückblickend kann ich sagen, dass es uns zu jedem Zeitpunkt gelungen ist, zwischen Deutschland und Frankreich tragfähige Lösungen zum Wohle Europas zu finden. Wir wussten, dass es um die Zukunft der Europäischen Union ging. Präsident Sarkozy sagte es im Mai 2010 mit den Worten: Der Euro ist Europa, wir können ihn nicht den Spekulanten überlassen. Ich drückte es wenig später am 19. Mai im Deutschen Bundestag so aus: Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. In der Amtszeit von François Hollande wurden wir zusätzlich vor Herausforderungen ganz anderer Art gestellt. Russland annektierte im März 2014 die Krim. Separatisten besetzten mit russischer Unterstützung Teile der Gebiete Donetsk und Luhansk. Wir arbeiteten im Normandie-Format gemeinsam an einer diplomatischen Lösung, die in Form der Minsk-II-Vereinbarung im Februar 2015 abgeschlossen wurde.
Trotz permanenter großer Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Vereinbarung konnte sich die Ukraine in den folgenden Jahren zu einem selbstbewussten und demokratischen Staat entwickeln. Durch den brutalen Überfall Russlands am 24. Februar 2022 hat sich allerdings die europäische Agenda dramatisch verändert. Russland versucht, Grenzen in Europa mittels Gewalt zu verschieben, und dem tritt die westliche Gemeinschaft mit Entschiedenheit entgegen und unterstützt deshalb die Ukraine in ihrem Kampf um ihre territoriale Integrität. Gemeinsam mit Präsident Emmanuel Macron haben wir den Élysée-Vertrag von 1963 im Januar 2019 durch den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration in Aachen fortgeschrieben. Als Antwort auf den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie haben Deutschland und Frankreich wichtige Impulse gegeben, in allen Mitgliedstaaten den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie mit den Mitteln eines neu geschaffenen Fonds zu ermöglichen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union wird die Europäische Kommission ermächtigt, für das temporäre Aufbauinstrument Next Generation EU, wie der Fonds genannt wird, 750 Milliarden Euro an Krediten an den Kapitalmärkten aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten haften gemeinsam für die Schulden des Fonds. Dies sind einige der vielen Beispiele aus 16 Jahren meiner Arbeit als Bundeskanzlerin, in denen gemeinsames deutsch-französisches Handeln entscheidend zum Wohle Europas beigetragen hat. Viele andere Beispiele ließen sich nennen. Das möchte ich an dieser Stelle nicht tun, sondern vielmehr fragen, was die Quelle unseres Handelns ausgemacht hat. Es ist letztlich die Frage nach dem, was die Europäische Union zusammenhält. Mit dieser Frage beschäftigte ich mich bereits in meiner Rede vor dem Europäischen Parlament anlässlich der deutschen Ratspräsidentschaft am 17. Januar 2007 in Straßburg. Und ich wiederhole manches aus dieser Rede hier und heute, weil ich es für mindestens gleichermaßen aktuell halte wie damals. Ich zitierte Jacques Delors, den Präsidenten der Europäischen Kommission von 1985 bis 1995 mit dem Satz: Wir müssen Europa eine Seele geben. Ich wandelte ihn dahingehend ab, dass wir Europas Seele finden müssten. Denn eigentlich sei sie schon da. Und ich fragte, ob die Vielfalt die Seele Europas sei. Und zitierte den Prager Schriftsteller Karel Čapek. Er sagte: Der Schöpfer Europas machte es klein und teilte es sogar in winzige Stücke auf, sodass sich unsere Herzen nicht an der Größe, sondern an der Vielfalt erfreuen. Ende des Zitats. Wenn wir die Vielfalt Europas erkennen und uns an ihr erfreuen, erwächst daraus die Frage, was die Vielfalt Europas ermöglicht. Es ist die Freiheit, die unsere Vielfalt ermöglicht. Nicht eine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas, zu der Verantwortung für den anderen. Und die Eigenschaft, die uns dazu befähigt, diese Freiheit zu leben, so setzte ich meine Rede fort, ist die Toleranz. Europas Seele ist die Toleranz. Europas Seele ist die Toleranz. Um dies zu verstehen und auch praktisch zu leben, haben wir Europäer lange gebraucht. Und dieses Verständnis ist auch nicht ein für alle Mal da. Vielmehr muss es immer wieder aufs Neue erarbeitet werden. Es muss gepflegt werden. Und deshalb spreche ich auch heute davon. Und dabei möchte ich Ihr Augenmerk auf 3 Dinge lenken, die mir im Blick auf unsere demokratischen Gesellschaften besonders wichtig erscheinen. Erstens, die Toleranz wird ständig herausgefordert. Wir erleben es jeden Tag. Toleranz muss sich vor Intoleranz schützen. Es darf deshalb nicht das geringste Verständnis für Links- und Rechtsextremismus oder für Gewalt im Namen der Religion geben. Thomas Mann hat es so formuliert: Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt. Stellen Sie sich also allen Anfängen der Intoleranz entschlossen entgegen. Das erfordert Mut. Wir nennen es Zivilcourage. Aber das ist lohnende Arbeit für die Demokratie. Zweitens,
In meiner Rede 2007 sagte ich, dass es einen einfachen Weg zur Seele Europas, der Toleranz, gibt. Man muss auch mit den Augen des anderen sehen. Oder anders ausgedrückt, man muss sich auch immer wieder in die Schuhe des anderen hineinversetzen. Das erfordert Wissen und Kenntnisse. Wissen über unsere jeweilige Geschichte und Kenntnisse unserer unterschiedlichen Sprachen. Emmanuel Macron sprach in seiner Rede an der Sorbonne im September 2017 darüber, dass die Zersplitterung unserer Kulturen und unserer Sprachen nur oberflächlich sei. Vielmehr sei sie eigentlich unsere größte Chance. Und er zitiert Emmanuel Mounier mit dem Satz: Das Universelle spricht zu den Menschen in verschiedenen Sprachen, wobei jede für sich einen einzigartigen Aspekt davon zutage treten lässt. Emmanuel Macron schlug vor, dass bis 2024 jeder Studierende mindestens 2 Sprachen spricht und jeder bis zum 25. Lebensjahr mindestens 6 Monate in einem anderen europäischen Land verbracht haben soll. Ich kann mich diesem Vorschlag nur anschließen. Beschäftigen Sie sich mit der Geschichte, lernen Sie Sprachen und reisen Sie in andere Länder. Lernen Sie bewusst mit den Augen des anderen zu sehen. Das schützt Sie vor unzulässigen Vereinfachungen, die ja so verführerisch sein können. Thomas Bauer beschreibt in seinem Buch Die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt die Kräfte, die am Werk sind, um Eindeutigkeit um jeden Preis zu erzwingen. Und er schreibt über den Wert, den es für eine Gesellschaft hat, wenn sie bereit ist, Vielfalt und Mehrdeutigkeit zu ertragen. Dies führt mich zu meinem dritten Punkt, dem Wert des Kompromisses. Der deutsche Duden beschreibt einen Kompromiss als eine Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse. Ich würde hinzufügen, eine Übereinkunft, bei der für jeden Teilnehmer an der Übereinkunft die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Gemeinsames politisches Handeln, sei es im Blick auf Deutschland und Frankreich oder die Europäische Union, ist nur mit Hilfe solcher Übereinkünfte möglich. Wenn Vielfalt unser Wesen ist, können wir gemeinsame Positionen nur finden, wenn wir aus Überzeugung Zugeständnisse machen und dies nicht jeweils als Niederlage oder gar Schmach empfinden. Emmanuel Macron sagte in seiner Sorbonne-Rede im Blick auf unsere unterschiedlichen Sprachen: Unsere politischen Debatten sind in Europa immer schwieriger als im Rest der Welt. Denn der europäische Sisyphos muss immer noch sein Unübersetzbares vor sich herrollen. Doch dieses Unübersetzbare ist unsere Chance. Man könnte das Unübersetzbare auch Ambiguität nennen. Jeder europäische Kompromiss enthält eine solche Ambiguität. Man sieht sie sogar schon in den Übersetzungen der europäischen Richtlinien in die jeweiligen Landessprachen der Mitgliedstaaten. Und diese Ambiguität ermöglicht oft erst den Kompromiss. Das bedingungslose Streben nach vollständiger Eindeutigkeit zerstört die Fähigkeit zum Kompromiss. Verachten Sie also den Kompromiss nicht, sondern verstehen Sie als ein Wesensmerkmal demokratischer Entscheidungen. Entschieden gegen die Intoleranz vorzugehen, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen und den Wert des Kompromisses zu schätzen. Das sind 3 Aspekte, die unverzichtbar sind, wenn die deutsch-französische Freundschaft und die europäische Einigung Bestand haben sollen. Und für ein friedliches Zusammenleben auf unserem Kontinent muss das gelingen. Die Politiker müssen dafür kämpfen, aber sie allein werden das nicht schaffen. Es bedarf dafür des Engagements vieler Bürgerinnen und Bürger. Und genau um dieses Engagement bitte ich auch Sie. Herzlichen Dank.
Madame la Chancelière, chers collègues, chers amis. Madame Merkel, aujourd'hui, nous vous rendons hommage pour votre parcours exceptionnel, pour avoir tant œuvré à renforcer les relations franco-allemandes qui sont l'essence même de notre institution, pour votre engagement envers l'Europe. Ces projets uniques, construits brique par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité des faits, même si souvent Sisyphe, en nous observant, pourrait reconnaître ses propres œuvres et peines. Pour avoir travaillé en faveur de la coopération internationale, une ressource très rare de nos jours. Pour votre compassion et votre défense de la dignité humaine. Votre persévérance et votre travail nous rappellent que le progrès est possible. Cependant, en ces fins de cérémonie, je souhaite tourner notre regard vers l'avenir, car nous le devons aux jeunes générations qui font cette institution. Un avenir fondé sur 3 mots. 3 mots qui ont marqué votre vie. 3 mots qui ont marqué votre carrière et que je me permets de vous emprunter aujourd'hui. Le premier mot, et c'est bien, je ne me suis pas trompée, c'est compromis. C'est la recherche constante d'un équilibre subtil entre l'aspiration à tout obtenir et le risque de tout perdre. Le compromis n'est pas faiblesse, le compromis n'est pas reddition. C'est le point d'équilibre où tout le monde peut être gagnant sans qu'aucun ne perde. Pour l'Europe, le compromis est son ADN. Son progrès dépend de sa capacité à arriver à des accords, à commencer par ceux entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, plus que jamais, les compromis franco-allemands restent la condition insuffisante, mais toujours indispensable pour que les projets européens puissent continuer à avancer. Le deuxième mot est résilience. Votre résilience personnelle et politique, bâtie en naviguant à travers les systèmes de l'Est et de l'Ouest, est celle dont l'Europe a besoin pour demeurer un modèle de gouvernance spécifique, alliant progrès économique et compétitivité avec solidarité et générosité. La résilience pour pouvoir lutter contre les menaces d'une nouvelle fragmentation Est-Ouest, mais aussi Nord-Sud. La résilience pour être bâtisseur de nouvelles formes de coopération internationale. Enfin, le troisième mot, valeur. La démocratie, les droits humains, la tolérance, l'humanisme, la diversité, le respect du droit international. Ces valeurs sont aujourd'hui attaquées, à l'intérieur de nos sociétés comme ailleurs. Renoncer à ces valeurs serait condamner notre avenir. Il n'y aura pas de futur digne de ces noms si nous abandonnons ces principes fondamentaux. Donc, merci, Madame la Chancelière, pour nous avoir montré la voie. Merci à toute la communauté académique, étudiante et amie des Sciences Po pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous invitons tout le monde à rester assis. Nous allons d'abord descendre, faire une photo avec la chancelière, l'accompagner et ensuite on pourra terminer cette cérémonie. Merci encore.